L'épreuve de droit constitutionnel et droit administratif pour l'année 2022, pour le concours d'inspecteur des finances publiques, présentait sans surprise deux questions qui devaient obligatoirement être traitées par les candidats. La première question est une question de cours qui a une spécificité, c'est une spécificité d'orthographe. Le sujet est quoi? C'est la responsabilité de l'administration avec un A majuscule. Alors on le sait, le mot administration peut s'écrire de plusieurs façons. Avec un A minuscule, il fait alors référence à l'activité de gestion, d'administration au sens j'administre des affaires, et le mot administration avec un A majuscule renvoie historiquement aux personnes publiques. Donc la responsabilité de l'administration fait référence à la responsabilité du fait des activités administratives au sens large, on peut dire finalement la responsabilité des personnes publiques. Alors, on le sait, ce sujet doit dès lors être analysé et être précisé. La responsabilité de l'administration, ce n'est pas la même chose que la responsabilité administrative. En effet, la responsabilité de l'administration peut relever soit d'un régime de droit public, on parle alors de la responsabilité administrative, soit d'un régime de droit privé. On parle alors de la responsabilité de droit privé de l'administration. Alors, naturellement, cette remarque préliminaire était importante, comme la précédente sur le mot administration, et devait figurer dans l'introduction. Ensuite, cette responsabilité de l'administration, on cherchait à ce que vous la qualifiez. Alors l'idée qui me semblait la plus naturelle, c'est de dire que finalement il y a une espèce de diversification des motifs d'engagement de la responsabilité de l'administration. En gros, il y a deux grands régimes de responsabilité de l'administration qui existent. Un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute. Et si on faisait grand 1 pour faute, grand 2 sans faute, ça me semblait un petit peu nécessaire. Pourquoi? Parce que l'épreuve ne dure que 3 heures, et juste derrière, on avait quand même une très longue QPC. Du coup, la stratégie face à ce sujet me semblait être la suivante. Je vais, dans un grand 1, parler de la responsabilité pour faute en disant, finalement, la logique ici, c'est une ouverture des possibilités d'engager la responsabilité de l'administration sur le fondement de la faute. Et du coup, moi, j'aurais bien agencé ça autour de deux sous-parties. Grand A, de plus en plus de fautes sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration. Avec ici plusieurs idées qui me semblaient nécessaires de développer. En gros, on est passé de la faute lourde à la faute simple dans quasiment tous les domaines. Il y a certaines matières qui continuent d'être exclues de cette exigence de la faute lourde, mais globalement, la faute simple. Puis, deuxième tendance, c'est on a mis en place des régimes de responsabilité pour faute présumée, ce qui permet alors d'intervertir la charge de la preuve. On va retrouver ceci pour les dommages causés aux usagers des ouvrages publics, un régime de responsabilité pour faute présumée. Finalement, l'idée, elle est la suivante, c'est que les hypothèses où on peut engager la responsabilité de l'administration sur le fondement de la faute n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Ça, pour moi, ça serait la première partie, avec
une ligne qui serait de dire on est bien loin de la logique de l'arrêt Blanco. Dans Blanco, on nous avait dit la responsabilité de l'administration n'est ni générale ni absolue, elle a ses propres règles. Bon, là, le but, ça serait de dire non, c'est faux. Aujourd'hui, c'est très simple d'engager la responsabilité de l'administration. Et on est passé d'une logique qui serait une logique de faute au sens subjectif, à une faute objectivée, voire même parfois à une logique de risque en la matière. Et puis la deuxième sous-partie consisterait à essayer de dire que cette responsabilité du fait d'une faute, elle est toutefois tempérée par un certain nombre de paramètres. Elle est tempérée par un paramètre fondamental qui répond à une logique de justice, qui est la distinction entre la faute personnelle et la faute de service. Là-dessus, la jurisprudence Pelletier me semblait essentielle, et de dire, finalement, à partir du moment où on a posé la distinction faute personnelle, faute de service, on aboutit à cette logique qu'il va y avoir une contribution à la dette qui va dépendre du type de faute. Et ça, je pense qu'il fallait le mettre en avant, avec cette logique de l'action récursoire, c'est-à-dire la possibilité pour l'agent de se retourner contre l'administration, s'il a été appelé à payer, ou en sens inverse, pour l'administration de se retourner contre l'agent. Donc ça, pour moi, ça serait un aspect important. Autre aspect important, c'est le suivant, c'est de dire, il y a aussi une logique de justice, c'est-à-dire de limitation de l'étendue de la responsabilité avec les causes exonératoires, et notamment la possibilité de limiter sa responsabilité en faisant valoir la faute de la victime, le fait d'utile. Dans la deuxième partie, la responsabilité sans faute. C'est la même logique, c'est-à-dire qu'on étend de plus en plus la responsabilité de l'administration. Alors, sans faute pour risque, sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, peut-être même qu'on peut rester sur la logique du professeur Didier Truchet, de dire, il y a peut-être aujourd'hui, et ça sera notre ouverture, des responsabilités sans fait. Donc, responsabilité sans faute pour risque, là on voit bien l'idée, c'est que on va expliquer que le nombre de risques que l'administration doit couvrir n'a cessé d'augmenter. On est sur cette logique-là. Je veux couvrir de plus en plus de risques, éviter que finalement la victime se retrouve sans indemnisation. Et donc, dans cette logique-là, on va se retrouver avec responsabilité sans faute pour risque du fait des dommages causés aux tiers, aux ouvrages publics, du fait des choses dangereuses, méthodes dangereuses, armes dangereuses, bien sûr, et on va essayer de montrer que ça correspond à un besoin historique. Puis, troisième axe, c'est de dire, on a aussi couvert, au-delà des choses dangereuses, les activités dangereuses, qui vont ainsi être aussi des motifs d'engagement, voire les dommages causés aux collaborateurs occasionnels du service public. Ça serait mon grand. En insistant sur le fait que ici, on est sur une logique d'objectivisation. Puis la responsabilité, sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques. En insistant ici, je pense sur l'actualité, la jurisprudence Paris-Clichy, la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles, et montrer la différence avec la responsabilité du fait des lois inconventionnelles, la jurisprudence Garde-Dieu, ici, en insistant également sur le fait qu'il y avait aussi un substrat historique, qui était la responsabilité sans faute
pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait des actes administratifs individuels, quiteas, réglementaires, Gavarni, du fait des conventions internationales, compagnie d'énergie radioélectrique. Bref, pour moi, il fallait essayer de démontrer qu'il y avait une responsabilité de l'administration qui n'a cessé de s'étendre. Sur le terrain de la responsabilité pour faute, sur le terrain de la responsabilité sans faute. Ensuite, le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel. Bon. Alors, ici, c'est toujours un petit peu difficile d'imaginer le commentaire qui est authentiquement attendu, puisque on avait une décision du Conseil constitutionnel qui était quand même très longue et qui était assez complexe. On a deux questions qui sont en réalité posées. On a une question de quelle est la valeur juridique de la disposition en question. C'est-à-dire que il faut se demander si la disposition en question avait valeur de loi ou si elle avait valeur de règlement. Autrement dit, est-ce que les dispositions de l'article 120-1-1 peuvent être contestées à l'occasion d'une QPC ou pas? Bon. Cette question-là, elle était assez simple parce que elle s'inscrit dans la logique de la jurisprudence Sofiane A, qui va intervenir juste après, et qui consiste à considérer que une disposition d'une ordonnance a valeur réglementaire dans le délai d'habilitation, mais une fois passé le délai d'habilitation, les dispositions de cette ordonnance ont valeur législative, avant même leur ratification. Ces dispositions n'ont valeur législative toutefois que si elles sont bien intervenues dans les matières de l'article 34. Autrement dit, là, on avait une première question, qui pour moi était le grand 1, qui était, est-ce que ces dispositions ont valeur de loi ou pas? Et une fois ceci précisé, eh bien, il fallait indiquer que les dispositions en question, il fallait indiquer ce qui avait changé. Alors, comment structurer ce dispositif? Comment imaginer les choses? Bon, comment imaginer les choses? Excusez-moi. Comment le structurer? Je crois que c'était assez simple. Pour moi, il fallait peut-être dans un grand tas se dire, bah, voilà, pendant longtemps, les dispositions d'une ordonnance n'avaient qu'une valeur réglementaire et pouvaient être contestées dans leur constitutionnalité par devant le juge administratif qui, par l'intermédiaire du recours pour excès de pouvoir, pouvait faire le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité. Le Conseil constitutionnel, donc là c'est paragraphes 10 et 11 notamment, le Conseil constitutionnel considère ici qu'à l'expiration du délai d'habilitation, les dispositions en question ont désormais une valeur législative. Ce qui veut donc dire qu'elles ne peuvent être contestées que par la voie de la QPC. En principe, ça devrait être ça. Et il faut justifier ceci. Alors, ça s'explique parce que les dispositions en question, à l'issue du délai d'habilitation, ne peuvent plus être modifiées que par la loi. C'est donc la règle du parallélisme des formes et des procédures qui explique le raisonnement du Conseil constitutionnel. Ça, pour moi, ça serait mon grand A.
Mon grand B, ça serait les faiblesses et les évolutions de cette jurisprudence. Les faiblesses et les évolutions, c'est de dire que si on admet que les dispositions de cette ordonnance ne peuvent désormais être contestées que par la voie de la QPC, cela limite, en théorie, les moyens dont on est susceptible de se prévaloir. Puisque la QPC ne permet de se prévaloir que des atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution. Alors que, lorsque on considérait que ces dispositions avaient une valeur réglementaire, le juge administratif pouvait procéder de lui-même à un contrôle de conventionnalité, contrôle de constitutionnalité, sur les atteintes aux droits et libertés, mais également sur les règles de procédure, de compétences, etc. Ce qui veut donc dire que si la solution du Conseil constitutionnel apparaît en effet comme cohérente, elle prive le requérant de moyens. Le Conseil d'État a donc corrigé le tir en décembre 2020 en considérant que les moyens qui ne pouvaient plus désormais être invoqués au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à l'encontre d'une ordonnance dont le délai d'habilitation a expiré peuvent toujours être invoqués devant le Conseil d'État. C'est-à-dire que la contestation d'une ordonnance à l'expiration du délai d'habilitation relève pour partie du Conseil constitutionnel, dans la contestation de l'atteinte aux droits et libertés, pour partie du Conseil d'État. Ça, pour moi, ça serait la première partie. La deuxième partie, ça serait quelque chose d'un petit peu différent, qui serait, est-ce qu'il y a une méconnaissance des dispositions de la Charte de l'environnement? Alors là-dessus, je pense que c'était plus classique, je dirais, et il faudrait essayer de mettre en avant le fait que, effectivement, le respect de la Charte de l'environnement est une exigence constitutionnelle, que le but ici est de savoir est-ce qu'on a prévu une consultation des populations intéressées, une participation du public. Donc là, un grand A sur oui, ça a valeur constitutionnelle, oui, c'est un droit constitutionnel, dans le cadre tracé par la loi, puis, sans doute, et là-dessus, il faut revenir sur la dimension historique. Voilà, c'est logique, c'est la jurisprudence commune d'Annecy du Conseil d'État, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, loi relative aux OGM, c'est l'enjeu du bloc de constitutionnalité. Bon. Et puis, il faut revenir sur une deuxième sous-partie, sur est-ce qu'il y a effectivement eu une atteinte à ce principe de participation des individus. Et là, décisions qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. Là, il faut rappeler qu'il y a certes un droit constitutionnel, mais il appartient au législateur de le préciser. Or, en l'espèce, le législateur, c'est le sens de la disposition contestée tout à l'heure, est bien intervenu. Dès lors, la censure apparaît comme assez incertaine, même si le Conseil constitutionnel va considérer ici qu'il y a une méconnaissance de la Constitution pour une raison qui est purement formelle, c'est le mot autorité administrative, qui n'était pas correctement employé dans le dispositif. Ça, je ne pense pas que c'était le cœur de la décision en question. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces deux sujets à réaliser. Alors, vous voyez qu'ils étaient extrêmement difficiles parce qu'ils devaient être réalisés dans un délai très bref par rapport à une complexité qui était énorme. La décision du Conseil constitutionnel
en elle-même devant faire 5-6 pages, je suis en train de regarder, la décision du Conseil constitutionnel devant en faire 3, oui c'est ça, 5 pages, 4 pages réellement utiles. Donc, conseil à en tirer, gagner du temps en optant pour un plan simple sur le sujet de dissertation, consacrer du temps suffisant pour l'analyse autour d'un axe qui doit être le plus clair possible. Est-ce que je peux le contester? Est-ce que c'est ici contraire ou non à la Constitution? Bon courage à tous.